Donc, révérend père, monsieur le président, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Donc, j'ai à traiter un thème qui est le totalitarisme de l'État à partir de la pensée de Hegel. Et bon, je vous l'annonce tout de suite, j'ai triché. Alors, je vous promets de m'en confesser pendant la journée. D'ailleurs, je vois que j'aurai un choix considérable pour choisir mon confesseur, mais je m'en confesserai d'ici la fin de la journée. Et je dois vous avouer que je triche depuis très longtemps. Alors, on peut confesser des péchés déjà anciens. Et en fait, ça vient quand j'étais en terminale. J'avais un ami qui était nul. Enfin, celui qui avait la plus mauvaise note, non pas qu'il était vraiment nul, mais il ne travaillait pas, il avait 6 de moyenne. Vous me direz, bon, aujourd'hui il aurait 15. Mais il avait 6, et donc il s'est présenté à l'oral du bac, séance de rattrapage malgré tout, et puis il l'a quand même eu. Alors, avec des moyens un peu spéciaux, il traînait dans les couloirs, quand il n'y avait plus personne en anglais pour répondre aux questions, la prof est sortie, elle demandait s'il y avait des candidats, il s'est précipité. Il mesure 1m94. Il l'a pris dans ses bras, la prof, tranquillement, comme ça, délicatement. Il l'a posé sur son siège et puis il a répondu aux questions en anglais. Et en géographie, il avait une technique spéciale. Il ne connaissait qu'un truc, c'est le Yangtze-Kiang. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, mais il ne connaissait que le Yangtze-Kiang. Et donc, chaque fois qu'il avait une question en géographie, il s'arrangeait pour parler du Yangtze-Kiang. Donc, s'il tombait sur l'Inde, il disait qu'au nord de l'Inde, il y a l'Himalaya. Et d'ailleurs, dans l'Himalaya, prend sa source, le Yangtze-Kiang, il y a 5730 mètres d'altitude sur le plateau tibétain. Et après 6380 km, il débouche dans un delta de 200 km. Oui, mais votre sujet, c'est l'Inde, etc. Donc il revenait, puis il trouvait un moyen de nouveau de parler du Yangtze-Kiang. Ça aurait été l'Allemagne, il aurait parlé du Rhin, mais qui n'est pas grand-chose à côté du Yangtze-Kiang. Alors, j'ai dû être un peu marqué par ça, et on m'a dit, ben voilà, le totalitarisme d'État à partir de Hegel, et je me suis dit, c'est, comme disent les jeunes maintenant, c'est grave quand même. Donc ça risque d'être un peu difficile. Et j'ai décidé de vous parler d'un totalitarisme qui finalement sera peut-être plus facile à comprendre pour nous. C'est le totalitarisme marchand. Puisque nous vivons dans une société où la marchandise devient tout. Et donc, à travers l'évolution du libéralisme et du capitalisme, je vais essayer de vous montrer comment ce totalitarisme marchand s'est mis en place. Et finalement, l'État n'est que le serviteur permettant la mise en place de ce totalitarisme marchand. Alors, une question peut-être préalable parmi vous, si vous ne trouvez pas ça indiscret. Est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent comme, disons plutôt pessimistes? Si ça ne vous ennuie pas de lever la main. Ah ouais. Et alors les optimistes? Les réalistes. Ça fait plaisir. Et je ne désespère pas, d'ici la fin de la séance, si on considère bien entendu qu'un pessimiste est un optimiste bien informé, je ne désespère pas de vous convertir en pessimiste d'ici, au moins une partie d'entre vous, en pessimiste d'ici la fin de la séance. Alors, allons-y pour ce totalitarisme marchand. Pour comprendre ceci, je vous propose de voir ça en 3 temps. Premier temps, j'aimerais vous montrer ce qu'était une économie, une société, une économie chrétienne. Très rapidement, à grands traits. Et en fait, on en a parlé, le père Joseph en a parlé tout à l'heure, c'est la société du Moyen-Âge avec saint Thomas d'Aquin, bien entendu, le XIIIe siècle. Dans cette société du Moyen-Âge est réalisée fonctionne une société, une économie qu'on peut qualifier de typiquement chrétienne. Et les caractéristiques de cette économie,
Je vous l'ai mis sur le papier que vous avez dû recevoir. Vous voyez, c'est la partie intitulée « Économie subordonnée ». Évidemment, si on est dans une société chrétienne, le marchand, la marchandise, le matériel ne peut avoir qu'une place subordonnée. Évidemment, et pas la première place. Donc, on est dans une société qui est hiérarchisée, vous le voyez sur le papier, hein, une société qui est hiérarchisée, qui obéit aux principes hiérarchiques, et plus particulièrement, on a une société qui est organisée en 3 niveaux, c'est ce qu'on appelle la tripartition indo-européenne, avec au sommet le PS, non pas le Parti socialiste, mais le pouvoir spirituel, donc l'Église, évidemment. À la deuxième place, le pouvoir temporel, donc le gouvernement, les seigneurs, dont la fonction est de gouverner la société. Et d'ailleurs, à l'époque, on est conscient que la chose la plus importante, après, si on avait fait un micro-trottoir à cette époque, si on avait demandé aux gens quelle est la chose la plus importante pour vous, ils auraient répondu tous, ben évidemment, c'est de regagner le royaume des cieux. D'où la première place donnée au pouvoir spirituel. Les gens d'église, c'est des gens qui sont là pour permettre à la population d'avoir un peu plus de chances de regagner le royaume des cieux. Puis ensuite, qu'est-ce qui est le plus important? Maintenant, quand on pose la question aux gens, et ils ne savent pas répondre, ils disent avoir des vacances, s'éclater. Bon, à l'époque, et de façon réaliste, on considérait que le plus important, c'est de vivre en paix. On a perdu un peu ça de vue, on risque de retrouver ça peut-être. Mais l'état de paix, ce n'est pas quelque chose de donné définitivement. Donc, le plus important, deuxièmement, c'est de vivre en paix. Et qu'est-ce qui permet de vivre en paix? C'est le pouvoir politique. Donc, à l'époque, la royauté, la féodalité. Puis enfin, à la troisième place, bien entendu, ben, on est des êtres humains, il faut bien se nourrir, se loger, se vêtir. Et donc, à la troisième place, mais simplement à la troisième place, on a les producteurs. Donc, ces producteurs qui constituent la partie économie de la société, on voit qu'ils sont dans une position subordonnée. Ils sont subordonnés au spirituel, d'abord, et puis également subordonnés au pouvoir politique. Bien. Alors, ceci, ça va se manifester, notamment, cette subordination, ça va se manifester, notamment, dans le fait que la production, je vais me centrer uniquement sur ça, la production chez les artisans, parce que c'est plus parlant, la production chez les artisans, elle est organisée au sein de corporations, d'accord? Et donc vous savez comment ça marche, on entre comme apprenti, on se forme en tant qu'apprenti, ça dure en général de 2 à 4 ans. Une fois qu'on possède les bases du métier, on devient compagnon. Donc là, on est capable de travailler de façon autonome. Et puis, une fois qu'on a passé un certain nombre d'années de compagnonnage et surtout qu'on a réalisé un chef-d'œuvre, on a la possibilité de devenir maître de corporation. Donc, attention, je vous fais remarquer que ce qui permet de passer au titre et à la fonction de maître de corporation, c'est la réalisation d'un chef-d'œuvre. En général, on dit qu'il y a chef-d'œuvre quand le compagnon, dans le domaine de son activité, si je prends dans le domaine de l'ébénisterie, si un compagnon a trouvé une façon de fixer un plateau sur des pieds d'une façon plus efficace, etc., que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, ça lui permet de devenir maître de corporation. Et ce qu'il a trouvé sera intégré dans le règlement de la corporation. Donc, dans le règlement de la corporation, on doit respecter à tout prix ce règlement. Okay? Et ce n'est pas un règlement bureaucratique ou arbitraire, c'est l'ensemble des processus qui permettent de réaliser le meilleur produit. Et pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Ben, on s'est aperçu, enfin les spécialistes de l'histoire du Moyen-Âge, et en particulier des corporations, se sont aperçus que finalement, ces corporations, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, le terme de corporatiste a pris un aspect plutôt négatif, péjoratif, mais à l'époque, donc, on s'est aperçu que les corporations étaient au service de 2 objectifs. Premièrement, premier objectif, la qualité. Et donc, la qualité,
ça consiste à utiliser les procédés qui permettent de faire le produit de la plus grande qualité, donc le règlement de la corporation. Okay. Et pour montrer à quel point c'est important, si quelqu'un réalise une table, par exemple, sans suivre toutes les prescriptions du règlement des corporations, le résultat, la table, est considéré comme un faux. Comme de nos jours, on parle dans le domaine de l'art de faux tableaux, c'est considéré comme un faux. Deux conséquences. Un, ça ne peut pas se vendre. Deux, il faut payer une amende à la corporation. Donc vous voyez l'importance donnée à la qualité. Deuxième objectif poursuivi, c'est la solidarité. On est solidaire entre les membres de la corporation, et donc je donne simplement un exemple très simple. Le danger qui menaçait le plus souvent les artisans à l'époque, c'était l'incendie. Vous pensez à ces villes du Moyen-Âge avec des rues très étroites, des constructions en bois. Le feu prend facilement, d'où d'ailleurs les gens des corporations qui devaient faire partie des tours de guet pour prévenir en cas de départ d'incendie, etc. Pensez jusqu'à 1666, le grand incendie de Londres qui a détruit une bonne partie de la ville de Londres. Donc c'est vraiment un danger extrêmement important. Et donc dans les corporations, on a ce service-là à assurer. Donc, cette qualité, je suis en train de perdre le fil de ma pensée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Solidarité. Comment? Solidarité? La solidarité, oui, excusez-moi, la solidarité. Donc, j'ai dit que dans ces corporations, oui, la solidarité est extrêmement importante. Donc, le danger le plus grand qui existe, c'est le danger d'incendie. En cas d'incendie, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens de la corporation, par exemple des ébénistes, qui vont se mobiliser personnellement pour aider l'artisan qui a vu son échoppe détruite à reconstruire son échoppe. Donc, ce n'est pas simplement une solidarité comme ça en glissant une pièce ou autre. On participe personnellement à la reconstruction de l'échoppe de celui qui a été victime d'un incendie. S'il est mort dans l'incendie, c'est sa femme et ses enfants qui vont recevoir une aide de la part de la corporation. Donc il y a une sorte de ce qu'on appelle maintenant les allocations familiales ou autres, etc., qui existaient à l'intérieur des corporations. Mais surtout, la forme la plus importante de solidarité, c'est la solidarité spirituelle. On considère que la chose la plus importante dans une corporation, c'est de prier pour l'âme des défunts de la corporation. Évidemment, ces défunts ne peuvent plus rien pour eux. Par contre, les vivants peuvent encore permettre que, si ces âmes-là passent par le purgatoire, leur séjour dans le purgatoire soit abrégé pour qu'elles puissent aller au paradis le plus rapidement possible. Donc c'est considéré vraiment comme la forme de solidarité la plus importante, d'où la fête du Saint Patron qui va durer souvent 2-3 jours, etc. Donc vous voyez, ces règlements de corporation, là, au service de deux choses, la qualité et la solidarité. Et on pourrait se dire, mais pourquoi une telle exigence, puisque la table qui est fabriquée sans tenir compte de tout le règlement de la corporation, ça peut être une très bonne table. Pour un objectif qui finalement est relativement facile à comprendre. On a dit que la chose la plus importante, c'est de regagner le royaume des cieux. Bon, ok. Pour les hommes d'église, bon, ça devrait marcher. Pour les femmes, pas de problème. Oui, elles manifestent de l'amour pour leur mari, pour leurs enfants. C'est le paradis quasi assuré. Bon, vous me direz, un paradis où il n'y aurait que des femmes, ce serait plutôt un enfer. Bon, enfin. Mais alors, les pauvres hommes, mettons-nous à leur place, qui exercent des activités manuelles, etc., alors eux, ils seront privés de paradis? Ben non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va leur permettre d'aller au paradis? Le règlement de la corporation. Quand un artisan met le meilleur de lui-même, tout ce qu'il a de meilleur en lui, pour réaliser le meilleur produit possible, il manifeste de l'amour pour le client de son produit,
pour sa femme, ses enfants, sa famille qui l'aide à vivre, donc il manifeste de l'amour. Et comme notre destinée éternelle dépend en bonne partie de l'amour que nous aurons manifesté durant notre vie, voilà pourquoi les hommes aussi, Dieu merci, peuvent avoir une chance de gagner le paradis. Donc voilà ce qu'est en gros l'économie l'économie dans une économie subordonnée. Donc vous voyez, soumise à des principes chrétiens, religieux, et puis soumise également aux politiques, puisqu'il faut payer des taxes, des impôts, etc. Bien. Donc on peut qualifier cette économie, vous le voyez fort justement, d'économie chrétienne, de réalisation dans le domaine bien pratique, bassement matériel, des principes de la religion chrétienne. Voilà. Maintenant, alors je n'ai pas le temps de passer, je suis obligé de sauter dans le temps. Il y a une révolution intellectuelle qui va on était avec saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, il y a une révolution intellectuelle qui va se manifester à partir du XIVe siècle, et cette révolution intellectuelle, elle va se manifester en 3 temps. C'est ce qu'on appelle les 3 grands airs, Renaissance, qui en fait n'est pas du tout une renaissance, puisque avec saint Thomas d'Aquin avait réussi à concilier de façon extrêmement intéressante la raison des Grecs, la philosophie, la raison des Grecs et la foi des chrétiens, dans un ensemble tout à fait harmonieux. Et avec la Renaissance, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on revient tout simplement aux conceptions de l'Antiquité. On se met à construire, par exemple, des palais de justice qui ressemblent à des temples en Grèce. Alors qu'à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on construisait des cathédrales avec les moyens de la région et puis avec une visée spirituelle, donc la forme extrêmement élancée en hauteur des cathédrales. Là, on se remet à recopier ce que faisaient les Grecs. C'est-à-dire qu'en réalité, on veut évacuer tout ce qui touche à la foi pour ne plus conserver que la raison, mais même pas la raison à la Aristote, mais la raison à la Descartes. Okay? C'est-à-dire finalement plutôt le rationalisme que la raison. Donc une première forme de destruction, déconstruction de la société. Le deuxième, c'est la réforme. Donc, inutile d'en parler beaucoup. Et puis, troisième, c'est la Révolution française. La Révolution française qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on nous fait des discours, pour les plus âgés d'entre vous, vous devez vous souvenir sans doute des cérémonies à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, les droits de l'homme par-ci, la Révolution par-là, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est bidon. Avec les mots, on peut dire tout ce qu'on veut. La Révolution française a été une révolution essentiellement bourgeoise. Et, alors, je ne vais pas développer ça très longtemps, mais si on s'appuie simplement sur ce que nous dit un grand spécialiste du droit, qui s'appelait Gabriel Ripert, spécialiste de droit des institutions, il nous dit, en étudiant les institutions, il nous dit « le capitalisme en France date de la Révolution française ». Point final. On regarde les institutions. Avant, ce n'étaient pas des institutions capitalistes. À partir de la Révolution française, c'est des institutions capitalistes. Et si on regarde du point de vue de l'économie, on s'aperçoit que la Révolution française a réalisé le programme de la bourgeoisie, qui tenait en une expression que vous avez sans doute entendue déjà, qui est le fameux laisser-faire, laisser-passer. Laisser faire, laisser passer, c'est le programme de la bourgeoisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'attaque à ce que j'ai indiqué il y a un instant, avec l'économie subordonnée. Laisser faire, ça veut dire à l'Église, foutez-nous la paix avec vos idées de paradis, de nécessité de gagner le royaume des cieux, en mettant le meilleur de soi-même dans la production, etc., etc. Qualité, solidarité, foutez-nous la paix avec tout ça. Et puis, ça s'adresse au pouvoir temporel. Foutez-nous la paix avec tous vos droits, toutes vos taxes, etc. Par exemple, c'est vrai que parfois ça pouvait être excessif, même si c'est un peu abstrait. Un chargement de blé qui allait de Valence à Lyon, 100 km, la valeur était doublée du fait des taxes. Chaque fois qu'on franchit la porte d'une ville, on paye une taxe. On franchit un pont, on paye une taxe.
Bon, de nos jours, on prend l'autoroute, on paye une taxe. Et puis bon, le blé pour Lyon, on n'allait pas le chercher jusqu'à Valence. Mais enfin bref, il pouvait y avoir une multiplication de taxes qui gênaient effectivement l'activité marchande. Donc foutez-nous la paix avec vos taxes. Et puis ça s'adresse également au troisième ordre, c'est-à-dire aux corporations. Foutez-nous la paix avec vos règlements de corporation, etc. Donc si on réfléchit bien, ce programme de la bourgeoisie, là, incarné dans cette expression laisser faire, laisser passer, ça veut dire que la bourgeoisie réclame une liberté absolue. Elle ne veut plus dépendre ni du spirituel, ni du temporel, ni même des producteurs qui s'organisent entre eux. Revendication de liberté absolue. Et qui est complétée par le laisser-passer. Ben, le laisser-passer, ça concerne justement ces taxes dans la communication pour la vente des marchandises. Et la Révolution française, si on se place sur le plan de l'économie, la Révolution française, ce qu'elle va réaliser, ça tient en une phrase, la Révolution française a réalisé le laisser-faire, laisser-passer. Et même un peu plus. Alors je vous pose la question. Une révolution qui réalise à 100% et même un peu plus de 100% le programme de la classe montante de l'époque, la bourgeoisie, est-ce qu'on appelle ça une révolution populaire ou est-ce qu'on appelle ça une révolution bourgeoise? La réponse est évidente. Et quand je vous dis un peu plus, qu'est-ce que ça signifie là, un peu plus? C'est que parmi les mesures prises par la bourgeoisie, par la Révolution française en 1791, il y a le fameux décret d'Allard et la loi de Le Chapelier. Et ce sont des décrets, décrets qui en fait étaient une loi, donc deux lois finalement, qui vont interdire les corporations, donc terminer tout ça, et puis qui vont interdire toute forme de coalition. Interdire toute forme de coalition. Donc on va s'appuyer sur une fiction, on va considérer que l'homme ayant été déclaré libre par la Révolution française, les droits de l'homme, etc., tous les citoyens sont libres et égaux, chaque fois qu'il contracte, eh bien, le contrat est juste puisqu'il a contracté librement. Ok? C'est une fiction. Parce qu'on s'est aperçu, ça c'est des spécialistes qui ont montré ça, bah, le patron d'entreprise, ça va devenir petit à petit un manufacturier, le patron d'entreprise, il a, au moment où il contracte, il a devant lui ou derrière lui une épargne qui lui permet de vivre pendant 2 ans. Son salarié, là, qui va contracter avec lui, il a une épargne qui lui permet de vivre pendant 3 jours. Où est la justice? Il suffit de refuser le contrat. 3 jours après, celui qui a refusé le contrat, il se traîne à 4 pattes pour accepter n'importe quelle condition de son patron, parce qu'il a besoin de vivre, lui et sa famille. Donc, vous le voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette révolution française-là, c'est elle qui va permettre la mise en place du capitalisme en France. Alors, je n'ai pas le temps de parler de l'Angleterre, puisque comme les Anglais étaient devenus protestants, finalement, ils n'ont pas eu besoin d'une révolution aussi violente et avec un État prenant les choses en main, comme ça s'est fait avec la Révolution française, puisque c'est par l'intermédiaire des esprits qui étaient devenus protestants que finalement l'Angleterre a été le premier pays à se doter d'une économie capitaliste. Et sur ce point, on peut s'appuyer sur ce que dit un historien de l'économie, un Anglais qui s'appelle Tawney, T-A-W-N-E-Y, et qui disait Calvin a fait pour la bourgeoisie du XVIe, donc désolé pour les Parisiens, c'est pas le XVIe siècle, c'est pas le 16e arrondissement, c'est le XVIe siècle. Calvin a fait pour la bourgeoisie du XVIe siècle ce que Marx a fait pour le prolétariat du XIXe, toujours siècle. Alors, qu'est-ce que Marx a fait pour le prolétariat du XIXe? On le sait, si on fait du micro-trottoir, on dit aux gens, qui est le père du communisme? C'est Marx, évidemment. Et si on le dit, qui est le père du capitalisme? Il n'y en a pas.
Et que nous disent les spécialistes, là, de l'économie? Il nous dit Calvin a fait pour la bourgeoisie du XVIe siècle, qui a pris le pouvoir à l'occasion, en France, de la Révolution française par la suite. Calvin a fait pour la bourgeoisie du XVIe siècle ce que Marx a fait pour le prolétariat du XIXe. Donc, dit d'une autre façon, Calvin est le père du capitalisme, comme Marx est le père du communisme. Alors, passons, si vous le voulez bien, à la deuxième partie. C'est ce que vous avez sur votre papier avec l'économie indépendante. Donc, suite à ces trois grands airs, là, Renaissance, Réforme et Révolution, surtout Réforme et Révolution, l'économie s'est libérée. Elle est devenue complètement indépendante du pouvoir spirituel, du pouvoir politique et même des règlements que les producteurs se donnaient à eux-mêmes. Donc, l'économie, la société va fonctionner à partir d'une économie devenue complètement indépendante. Alors, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Pour que fonctionne une société et une économie, il faut des fondements. Donc, je vous ai noté sur le papier, là, les nouveaux fondements qui sont la conséquence de ce qui s'est passé pendant ces trois grands airs, là, les nouveaux fondements qui existent dans la société qu'on va qualifier de capitaliste. Regardez quels sont ces nouveaux fondements. Alors qu'auparavant, on avait une société qui était fondée sur le holisme. Le holisme, en fait, c'était finalement le fait que la société était au service de l'ensemble des gens qui la constituaient. Même les sociologues comme Durkheim vont montrer qu'il y avait une solidarité extrêmement poussée qui existait dans la société du Moyen-Âge et qui venait du fait que les gens vivaient les choses de la même façon. Les artisans avaient intérêt à s'entraider entre eux, les paysans avaient intérêt à s'entraider entre eux, ils subissaient les intempéries, ils subissaient tout un ensemble de choses de la même façon, ils avaient intérêt à s'entraider, se serrer les coudes. Et on a montré que cette solidarité, elle allait jusqu'à une solidarité spirituelle. Okay? Donc c'est ça qu'il faut entendre par holisme. Là, on va passer à une société individualiste. D'accord? Et qu'est-ce qui est à l'origine de cet plus précisément de cet individualisme dans la société capitaliste moderne? Le père Joseph en a parlé tout à l'heure. C'est Luther et sa doctrine du libre examen. À la place d'une église qui interprète la Bible, qui explique, etc., c'est chacun qui librement peut lire la Bible et l'interpréter à sa façon. On a montré qu'aux États-Unis, où le protestantisme a une place importante, il existe plus de 3000 sectes qui se réclament du protestantisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on crée une nouvelle secte? Parce que sur un point qu'on considère comme important, on n'adopte pas la même interprétation que les autres. Donc ça veut dire plus de 3000 interprétations différentes de la Bible. Tout ça, alors que l'objectif de Luther, c'était de quoi? De revenir à la pureté de la religion primitive. Bon résultat. Alors c'est vrai que si on avait été à sa place, vu les troubles qui existaient dans l'Église, certaines dérives, peut-être qu'on aurait pu le suivre. Mais en tout cas, nous avons l'avantage du recul et nous pouvons voir que finalement, qui veut faire l'ange fait la bête, et qu'on obtient l'inverse de ce que souhaitait Luther. En tout cas, le fondement de cet individualisme dans la société moderne, c'est cette doctrine du libre examen de Luther. Et donc vous voyez, quand on nous dit avec Taoné que le père du capitalisme c'est Calvin, on n'en est pas loin. Et d'ailleurs, parlons de Calvin. On nous dit, deuxième caractéristique, le matérialisme. Eh bien ça c'est Calvin. Doctrine de la prédestination. Vous la connaissez, qui est tout à fait bizarre. Avant, les gens pensaient qu'en fonction de la façon dont on a vécu, finalement, on a plus ou moins de chances d'aller au paradis. C'est clair, c'est simple, etc. Bien. À partir de Calvin, tout change. On est prédestiné dès l'heure de la naissance. Dieu nous a classés dans un groupe, soit les élus, qui sont peu nombreux, soit
je ne me souviens plus des noms. Oui. Comment Réprouvés. Les réprouvés, voilà, c'est ça. Les réprouvés, qui sont les plus nombreux. Formidable, comment dire, ça déstabilise considérablement la société. Les gens, je l'ai dit encore une fois, ils étaient marqués par une chose, ils voulaient regagner le royaume des cieux. Et là, tout d'un coup, on leur dit, mais tout ce que vous faites, ça ne sert à rien, tout a été décidé. Ça suscite une formidable angoisse. Et finalement, on va trouver un truc, c'est moi qui dis truc, hein, pas Calvin, il parle mieux que ça, on va trouver un truc, c'est le suivant, Dieu est tout-puissant. Ben oui. Et donc, dans ma vie personnelle, sociale, si je réussis, ben c'est que Dieu m'a la bonne, non? Ben oui. Ben oui. Donc, si je réussis professionnellement, socialement, c'est que Dieu m'a la bonne, c'est que très certainement, à ma naissance, il m'a placé dans le groupe des élus. Merci mon Dieu. Et puis sinon, bah voilà, je suis un réprobé. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde dans les pays qui vont passer sous la religion protestante? Attention, à cette époque, ce n'est pas un choix individuel. Il y a une expression qui dit, enfin une expression pas simplement, qui dit « le peuple a la religion de son roi ». À partir du moment où les princes allemands, pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la religion, mais uniquement politique pour se débarrasser de la tutelle du pape, décident d'adopter la religion protestante, le peuple est obligé de suivre ses seigneurs. Et il va y avoir des révoltes et ça va faire des centaines de milliers de morts. Et Luther va encourager les princes allemands à trucider tant qu'ils veulent, etc. Bien, donc le peuple suit la religion de son roi. Et donc, ces populations-là, qui se retrouvent maintenant avec un prince qui a adopté la religion protestante, ben finalement, elles vont trouver à se rassurer comment? Ben, en augmentant, en accroissant leur activité matérielle. Alors, il faut bien dire que jusque-là, comment ça fonctionnait avec les corporations là? Je prends que les corporations, parce que mais on peut étendre ça. Ben, c'est Max Weber qui nous enseigne ça. Vous savez que Max Weber, c'est un des fondateurs de la sociologie, et il a étudié plus particulièrement les corporations du Moyen-Âge. Et Max Weber nous dit, dans les corporations du Moyen-Âge, on travaillait en moyenne 6 heures par jour. Je répète, hein, c'est pas une erreur. 6 heures par jour. Si on fait le calcul, ben on se rend compte que nous, avec nos 5 semaines de congés payés, et puis etc., on pèse pas lourd, parce qu'à côté des 6 heures par jour, attention, on travaillait moins de 200 jours par an, à cause du très grand nombre des fêtes religieuses. Si on fait un calcul rapide, ça veut dire qu'on travaillait un jour sur 2. Okay? Ah ben, quand c'est une fête religieuse, ben, évidemment, c'est la fête, et on ne va pas s'occuper de travailler. Okay? Donc c'est 6 heures par jour, en gros, un jour sur 2. Et pour tout le monde, y compris le paysan, etc., y compris le serf, etc. Donc, ben, dans les milieux protestants, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à travailler plus. Vous comprenez bien que ce n'est pas difficile de travailler un peu plus que 6 heures par jour. Donc, l'activité va devenir plus forte dans les milieux protestants. Et puis, elle va devenir d'autant plus forte que notre brave ami Calvin, dans une lettre célèbre de 1545, a autorisé le prêt à intérêt. Prêt à intérêt qui, dans l'économie subordonnée, était interdite. Pour des raisons qui, d'ailleurs, datent déjà de l'Antiquité. On voyait ça chez Aristote. Et ça a été repris par le concile du Latran quand il dit « pecunia pecuniam non parit », c'est-à-dire « l'argent ne peut pas faire de petit ». On ne peut pas gagner de l'argent simplement parce qu'on en possède déjà. Okay? Donc une interdiction morale. Mais ça allait même plus loin dans cette économie du Moyen-Âge, parce que je vous ai dit qu'elle était hiérarchisée, et saint Thomas d'Aquin nous explique que la place occupée par chacun dans la hiérarchie est fonction de la qualité du service rendu à la société. Celui qui est en haut, c'est l'homme d'église,
parce qu'il rend le plus grand service. Celui qui est au milieu, c'est le seigneur, parce qu'il rend le service numéro 2, si on veut. Celui qui est en bas, c'est l'artisan, donc il a une place plus basse parce que le service qu'il rend est moins important. Mais la place de chacun, elle est fondée sur des droits et des devoirs. Par exemple, l'artisan, il a le droit de vendre au juste prix. Attention, quand il vend sa table ici, le prix de la table n'est pas comme de nos jours, fonction de l'offre et de la demande. Elle est fonction du juste prix, et le prix, c'est le prix qui permet à l'artisan, lui et sa famille, de vivre selon son état. Donc dans la société, il occupe une certaine place, il fait partie des producteurs, mais des producteurs très qualifiés. Il a été apprenti, compagnon, etc. Donc il a droit à un certain niveau de vie, et le juste prix, c'est le prix qui va lui permettre de vivre dignement en tant qu'artisan qualifié. Et on ne discute pas le juste prix. Ça ne se discute pas. Okay? Donc il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Il doit donner de justes devoirs à ses apprentis et compagnons. Okay? Quand il y a de justes prix, de justes devoirs, on a finalement une société équilibrée. Faut évidemment, on a affaire à des humains, donc il faut évidemment des sanctions prévues en cas de manquement au devoir. Donc là, l'artisan qui n'aurait pas donné de juste salaire, il suffit aux apprentis et compagnons de porter plainte auprès de la corporation. Il aime un peu trop l'argent, celui-là, on va le taper au porte-monnaie. Donc on lui fait payer ce qu'il devait à ses apprentis et compagnons, et en plus il paye une amende à la corporation. Mais c'est la même chose pour celui qui est haut placé. Celui qui est haut placé, le prince, il est tout en haut de la hiérarchie, juste en dessous du pouvoir spirituel. Il a des droits extrêmement importants. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que les princes font rêver les jeunes filles. Il a des droits extrêmement importants, et en particulier, il a le droit de lever l'impôt en son nom propre. Ça veut dire que c'est lui qui décide tout seul, enfin peut-être sur la suggestion de sa femme, c'est lui qui décide tout seul du niveau des impôts qu'il va prélever. Et cet argent rentre dans sa poche, à lui. Pourquoi faire? Pour remplir sa fonction. Sa fonction, c'est d'assurer la sécurité des gens qui vivent sur ces terres. Et s'il est propriétaire du château, il est propriétaire du château. Saint Thomas d'Aquin nous explique que la propriété privée est supérieure à la propriété communautaire, je n'ai pas le temps de développer, sauf dans le cas d'ordre religieux. Mais la propriété privée, le château est propriété privée du Seigneur. Mais attention, ce n'est pas une propriété privée absolue comme de nos jours, c'est une propriété privée limitée qui fait que le château est au service de la sécurité de l'ensemble de la population. Quand il y a menace d'invasion, de pillage, tout le monde se réfugie dans le château. Donc le château qui est privé rend un service communautaire de sécurité. Et il y a tout un ensemble de droits communautaires qui viennent limiter le côté privé de la propriété. Bien. Donc voilà ce qui se passe. Et donc, avec l'autorisation du prêt à intérêt, finalement, ça va entraîner une explosion de l'activité dans les milieux protestants. Et on va voir que c'est à Amsterdam d'abord et à Londres ensuite qu'on va voir se créer une bourse des valeurs, qui va jouer un rôle considérable dans le développement du capitalisme. Donc, vous le voyez, quand Tammany nous dit que le père du capitalisme, c'est Calvin, on retrouve ça à travers l'individualisme et le matérialisme, qui sont les fondements de cette économie libérée qu'on va appeler capitaliste. Et puis le troisième point, tous les citoyens sont libres et égaux, donc c'est l'égalitarisme. Et ceci, ça va être résumé par celui qu'on considère comme le père de l'économie politique. En même temps que l'économie s'est libérée, est apparue une nouvelle science, qu'on va appeler l'économie. Alors on peut faire une petite parenthèse rapide ici. Le père Joseph tout à l'heure parlait d'une hiérarchie des sciences. Ici on peut voir un peu la même chose. Pendant l'époque du Moyen-Âge, quelle était la science maîtresse qui permettait de comprendre la société? C'était la théologie, puisque
enfin toute la société était subordonnée à Dieu. La science maîtresse, c'est la théologie qui, en 2 mots, étudie les relations entre Dieu en haut et les hommes. Puis ensuite, pendant la période là, de la révolution intellectuelle, quelle va être la science maîtresse? Ça va devenir la philosophie, avec les Descartes, les Rousseau, etc., et leurs idées. Ça va devenir la philosophie, qui étudie les relations entre qui? L'homme et les autres hommes, dans le bon sens du terme. L'homme et les autres hommes, l'homme et la société. Et enfin, à partir de la Révolution française et de l'apparition de cette économie libérée, ça devient, avec le capitalisme, non, la science maîtresse devient l'économie politique. Et l'économie politique, c'est la science du matériel, c'est la science des choses. D'accord? Donc regardez le chemin parcouru. On peut comprendre dès maintenant quels vont être les résultats de cette nouvelle forme d'organisation. Avant, on a une économie qui donne la première place à Dieu. Ensuite, on a une société où on donne la première place aux hommes. Maintenant, on a une société qui donne la première place au matériel, aux choses. On tire la conclusion très rapidement. Ça va être une société dans laquelle la richesse matérielle va se développer de façon extrêmement importante, difficile à nier, depuis 1789 ou 1750, la révolution intellectuelle. Mais c'est une société dans laquelle on va avoir tendance à perdre de vue un peu l'humain. C'est le côté déshumanisé de nos sociétés. Et puis surtout, ça va être une société caractérisée par le vide spirituel. Et comme la nature a horreur du vide, ben évidemment, le père Joseph y faisait allusion tout à l'heure, ben ce vide va être remplacé par ce qui va être proposé par une multitude de sectes, New Age, etc. etc. Donc, vous voyez les caractéristiques là de cette nouvelle société. Mais si on réfléchit un instant, si vous regardez là sur votre papier, cette nouvelle société qui a pour fondement l'individualisme. L'individualisme, ce n'est pas un peu plus ou un peu moins de holisme. C'est l'inverse, c'est l'exact opposé du holisme. Et puis, une société fondée sur le matérialisme, ce n'est pas un peu plus ou un peu moins de spirituel. C'est l'exact opposé du primat du spirituel. Et puis l'égalitarisme, ce n'est pas un peu plus ou un peu moins de principe hiérarchique, c'est l'exact opposé du principe hiérarchique. Donc on a une société qui est fondée au niveau de ses valeurs, et le père Joseph tout à l'heure disait qu'une philosophie finalement dépend d'une religion, on pourrait dire une économie aussi dépend de la religion. Mais ici, les principes fondamentaux, vous le constatez, sont non pas une continuation, une évolution ou même une déviation des principes anciens, ils sont l'exact opposé, la contradiction des principes sur lesquels était fondée la société, l'économie subordonnée, c'est-à-dire l'économie chrétienne. Dit d'une autre façon, cette économie indépendante est une économie antichrétienne. Cette économie du libéralisme et du capitalisme est une économie antichrétienne. Et on va le voir dans sa façon de fonctionner dans un premier temps. Alors regardez bien, on a dit, je commence par la deuxième ligne. On a dit dans l'économie subordonnée, l'entreprise, c'était des artistes, si je prends les artisans, le travail était artisanal au sein de corporations et qui avait la plupart du temps la taille de la famille. Donc c'est une économie qu'on peut qualifier, comme je l'ai mis ici, de patriarcale, d'artisanale et de familiale. L'énergie humaine, l'énergie utilisée est limitée, c'est l'énergie humaine. On le sait, limiter l'énergie animale, le bœuf, l'âne, ou l'énergie d'éléments pour les moulins, par exemple, l'eau, le vent, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans la nouvelle société? Dans la nouvelle société, on va voir, puisque l'argent a été libéré avec l'autorisation du prêt à intérêt de Calvin, l'argent va prendre une place considérable. Et donc, on va voir apparaître la société anonyme. On va réunir dans une seule main
des capitaux d'origine multiple. Donc ça va faire une quantité d'argent considérable, mais dans une seule main, avec une seule direction. Et ça permet l'apparition des manufactures. On peut avoir des manufactures qui vont permettre de faire fonctionner avec une nouvelle énergie, l'énergie à vapeur, des centaines de métiers dans la même manufacture, avec un seul propriétaire. Et évidemment, des intérêts reversés à ceux qui ont apporté ce capital dans les mains d'un seul actionnaire. C'est la société anonyme. D'où l'existence et le développement de ces bourses des valeurs dont je vous ai parlé. Alors, pour vous donner un exemple, à un moment, il y a un des fondateurs du socialisme, qu'on considère comme un socialiste utopiste, parce qu'il planait un peu, qui a créé, malgré tout, c'était un Anglais, donc il avait quand même les pieds sur terre, il a créé une manufacture dans le nord de l'Écosse, et dans sa manufacture, il employait plus de 3000 salariés. Okay. Et ça, c'est le début de la révolution industrielle. Donc, vous voyez les moyens considérables que donne le fait d'avoir libéré l'argent et de permettre à cet argent d'être concentré dans des mains individuelles. Donc le développement des grandes entreprises, des manufactures, etc. Mais pour que ces manufactures fonctionnent, il faut de la main-d'œuvre. Et on va la trouver où? Ben, on va la trouver de façon très simple. Parce que dans cette nouvelle société, en Angleterre avec la religion comme en France avec la Révolution française, on va passer à une conception de la propriété privée qui est une conception de la propriété privée absolue. Absolue. C'est-à-dire que le droit ne se discute pas. Pensez à cette fameuse expression qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme qui nous parle du droit de propriété qui est inviolable et sacré. La religion a disparu, il n'y a plus rien de sacré. Par contre, qu'est-ce qui devient sacré? Le droit de propriété. Le droit de propriété. Donc, ce droit de propriété-là, il va se manifester de façon très simple, puisqu'on a besoin de salariés, enfin de main-d'œuvre dans ces nouvelles manufactures. Comment va-t-on les trouver? En Angleterre, on applique le principe de la propriété absolue. Et donc les propriétaires fonciers vont décider que sur leur territoire, ils vont mettre des troupeaux de moutons. Jusque-là, sur leur terre, il y avait des paysans qui vivaient et puis qui travaillaient la terre et qui avaient le droit de ramasser du bois mort, de mettre paître leur tête de bétail, etc., etc. On met des clôtures, c'est pour ça qu'on va appeler ce système le mouvement des enclosures. On met des clôtures, à l'intérieur on met des moutons. Les gens qui vivent sur les terres de ces propriétaires fonciers ne peuvent plus vivre sur ces terres. Donc un formidable exode rural qui va chasser des terres anglaises, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et ces gens, où vont-ils? Dans les manufactures. Et dans les manufactures, c'est simple. Eh bien, ce qui compte, c'est la force de travail. Et la force de travail, on l'a dit, elle se négocie librement entre le patron qui a les moyens et puis le salarié qui ne les a pas. Okay? Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande qui établit le niveau des salaires. Donc, le niveau des salaires va s'établir souvent en dessous du minimum vital. C'est pas grave, on a la solution. Et les femmes, elles ne peuvent pas travailler? Ben si, donc on embauche les femmes. Mais comme elles ont moins, en moyenne, de force physique que les hommes, on va leur donner la moitié du salaire masculin. Déjà, l'homme n'arrivait pas à nourrir sa famille, donc avec une femme qui travaille avec la moitié du salaire masculin, c'est un peu mieux, mais guère plus, ben, il reste une solution, le travail des enfants. Mais ils ont moins de force que les femmes, donc on va donner aux enfants la moitié du salaire féminin, un quart du salaire masculin. Et donc, par exemple, dans un rapport d'un médecin qui a fait les campagnes napoléoniennes, donc c'est déjà un peu plus tard, en 1840, le docteur Vuillermet, il nous montre que dans les manufactures, il a enquêté dans toute la France, les journées de travail sont de 14 à 16 heures par jour.
Avec la Révolution française, vous vous en doutez, avec les dimanches qui ont été supprimés, donc en fait, c'était des périodes de 10 jours. On avait un jour de repos tous les 10 jours, donc 14 à 16 heures par jour, y compris pour les enfants, à partir de l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de 3 ans. Et on aimait beaucoup les enfants de 3 ans. Bon, c'est vrai, ils sont mignons. Mais la raison principale, c'est celle-ci. L'activité première qui s'est développée, c'est l'activité textile. Et l'activité textile, eh ben, le problème, c'est le fil qui casse. Et les machines sont compliquées. Donc il faut tout arrêter, tout démonter, etc. Avec des enfants de 3 ans, ils se glissent entre les mécanismes de la machine. On leur apprend la technique pour renouer le fil. Ils renouent et ça peut repartir. Mais comme le fil peut casser à tout moment, il faut qu'il soit là pendant tout le temps. Donc, comme les autres, pendant 14 à 16 heures par jour. Donc la plupart du temps, ils viennent avec un crouton de pain et ils dorment à côté de la machine. Parce que les familles pauvres habitent à 7-10 km, donc ils ne vont pas faire 7-10 km aller, 7-10 km retour. Donc voilà. Quand on voit, alors je n'ai pas le temps de développer plus, quand on voit ceci, mais qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans le fonctionnement de cette société ? Entre une société qui donnait à l'artisan le droit de vivre selon son état, et là, une société où les individus ne sont même pas considérés comme du bétail, puisqu'il va y avoir des salaires qui tombent en dessous du minimum vital. Donc on voit bien que dans son fonctionnement également, cette société fonctionne de façon antichrétienne. Alors le résultat, je suis obligé de hâter le pas, le résultat, c'est que tout le monde l'a dit, y compris ceux qui sont opposés à ça, ben, la conséquence de cette misère-là, ça va être l'apparition du socialisme. Le socialisme, il va se fonder moralement sur la contestation de cette misère sociale. Et finalement, en poussant jusqu'à la destruction de cette société-là. Et celui qui va favoriser ça, c'est Marx, avec la lutte des classes. Mais attention, la lutte des classes, ce n'est pas lui qui l'a fondée. À partir du moment où on a eu d'un côté des propriétaires de manufactures qui ont la propriété mais qui ne travaillent pas, et d'autres qui sont là pour travailler mais qui n'apportent simplement que leur force de travail, il n'y a plus l'espèce d'harmonie qui existait au sein de l'atelier du compagnon du Moyen-Âge entre le maître, les artisans et les compagnons. Là, il peut y avoir intérêt opposé et finalement lutte des classes. Et Marx va dénoncer ceci, à juste titre, mais en même temps, comme il est vicieux, au début, quand il commence à étudier, il nous dit finalement ce qui gêne dans le capitalisme, c'est le salariat. Et après, il va laisser de côté le salariat et il va parler de la propriété privée. Et donc, on va voir le socialisme, le communisme se fonder sur la propriété étatique, donc la suppression de la propriété privée, alors que le problème principal, c'est pas la propriété. C'est pas la propriété, c'est le salariat. Mais il ne va pas s'opposer à ça. Donc il va créer un système qui va contester le capitalisme, mais qui va le contester de façon fausse. Donc il va entraîner beaucoup d'adhésion, parce qu'il conteste la misère, mais en même temps qui est une impasse. Et donc on le voit avec l'échec de l'économie centralisée soviétique. Et comme je suis pressé par le temps, regardez bien, nous, alors encore une idée, Marx, qui a quand même des qualités, il nous dit, dès le départ, il nous dit, attention, ce système-là, il va conduire à la mondialisation. Marx, dès le début, il nous dit, il va y avoir mondialisation. Nous, on est en train de le découvrir maintenant. Il nous dit, il va y avoir mondialisation. Pourquoi? Regardez, j'ai une entreprise, je fabrique de la sauce tomate, il faut bien gagner sa vie. Et je râle en permanence. Je suis français, c'est normal. Mais pourquoi je râle? Ben parce que j'ai fait une série de sauces tomates pour les Français, puis une autre pour les Italiens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que les Français, puis une autre pour les Anglais, parce qu'il faut mettre un peu de confiture dedans, puis une autre pour les Allemands. Et je râle. Et puis, même quand je fais pour les Allemands, j'en fais pour les Allemands, mais les Autrichiens, encore une autre série. Je suis obligé d'arrêter mes machines, mes ingrédients. Pourquoi? Mais les Allemands, les Autrichiens, c'est les mêmes? Non, ils ont les mêmes goûts. Oui, mais ils n'ont pas la même législation, donc il y a des colorants interdits, conservateurs.
Et je dis, mais si tous ces salopards-là, ils avaient les mêmes goûts, mais je ferais qu'une seule sauce tomate pour le monde entier, je serais le roi de la sauce tomate. C'est pas génial, ça? Et on peut multiplier les trucs. Ben, s'ils se mettaient tous des jeans sur les fesses, les hommes, les femmes, les Chinois, les Américains et tout, je serais le roi du jean. Donc vous voyez, la logique de la production marchande, c'est d'aller vers une production uniforme, où il n'y a plus de différence de goût, il n'y a plus de différence de culture, il n'y a plus de différence de sexe, il n'y a plus de différence de nationalité, de droits nationaux, etc. Un seul marché mondial. Et c'est ce qui existe avec la mondialisation. Et contrairement à ce que nous racontent certains économistes, ils nous disent oui, mais la mondialisation, ça existe depuis longtemps, à l'époque des Romains. Désolé, ce qui existait, c'est que c'était des échanges internationaux, entre nations. Alors que la mondialisation, ça veut dire la suppression de toutes les nations pour qu'existe à la place un seul marché mondial. Et qui dit un seul marché mondial, dit évidemment un seul gouvernement mondial. Et on est en route vers ça, vous vous êtes rendu compte. Et ce qui a permis ceci, je termine, ce qui a permis ceci, c'est notre ami Gorby. Quand Gorbatchev a supprimé le mur de Berlin, parce que ce n'est pas les gens de Berlin-Est qui ont fait tomber le mur, bon après ils l'ont fait pour la forme et tout, celui qui a permis cela, c'est Gorbatchev. Vous savez que la révolution bolchevique, elle a été financée par les grands banquiers de New York, de Wall Street, etc. Et donc cette fausse opposition-là, elle a tombé et ça a permis la mise en place de la mondialisation à partir de cette époque-là. Mais en même temps qu'il y a suppression des frontières, il y a suppression de limites qui existaient jusque-là. On avait pensé que le capitalisme, c'était simplement une autre façon de produire des marchandises. C'est une façon de tout transformer en marchandises, y compris la vie humaine. Donc avec la PMA, la GPA, etc., c'est l'accomplissement logique de ceci. Et même on peut aller plus loin, le programme des mondialistes avec la dépopulation, 500 millions d'habitants, des zombies partout, etc., c'est la logique de ce système. Et donc finalement, nous, en nous opposant, avec juste raison, bien entendu, nous, gens de droite, traditionnalistes, etc., en nous opposant avec juste raison au socialisme, au communisme, etc., etc. Mais évidemment, nous avions raison. Mais nous n'avons pas vu qu'en fait, nous nous opposions simplement à une partie de la tenaille. L'autre partie de la tenaille, c'est la déshumanisation de l'ensemble de la société qui est produite par ce système parce qu'il est anti-chrétien. Merci, je ne peux pas aller plus loin.